Europe 1 Soir Week-end. 18h-19h, Thomas Schnell. Ravi de vous retrouver pour Europe 1 Soir Week-end, la deuxième partie avec nos débatteurs. Émilie Zapalski, bonsoir. Bonsoir. Communicante et fondatrice de l'agence de communication Émilie. Raphaël Amsalem, bonsoir. Bonsoir. Directeur d'études du think tank Génération Libre. François Hollande et là Fabien Roussel. Plusieurs cadres de la gauche s'élèvent depuis les élections européennes pour demander à Jean-Luc Mélenchon de rester en retrait. Hier soir, l'intéressé a remis son CV en haut de la pile. Pour Matignon, est-ce qu'il y a un problème Jean-Luc Mélenchon à gauche ? Bah oui, on sait que c'est une figure qui peut être une figure repoussoire pour une partie de l'électorat, notamment les sociaux-démocrates, enfin les plus modérés de la gauche. Mais Jean-Luc Mélenchon ne peut pas s'empêcher de revenir. Bon, a priori, il a d'autres plans en tête aussi, probablement pour la suite. Pas seulement les élections législatives, mais probablement 2027. Bon, c'est vrai que l'union, enfin le Front populaire, ce nouveau Front populaire, avait quand même bien réussi son coup. C'est vrai qu'Emmanuel Macron les a mis dans l'urgence de se réunir avec leur plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire se battre contre le Rassemblement national. C'était plutôt réussi parce qu'ils avaient laissé justement Jean-Luc Mélenchon un peu de côté, qui avait accepté au départ d'être un peu en retrait, mais qui était quand même très énervé parce que celui qui avait pris les devants pour le Front populaire, c'était François Ruffin. Et donc c'était plutôt bien réussi. Là, en effet, il casse un petit peu toute cette dynamique parce que en cas de match, les filles, enfin avoir la figure de Jean-Luc Mélenchon, ça risque d'être repoussoir pour une partie des candidats. Il peut pas s'en empêcher. Il cible probablement une autre élection, mais ça risque de casser cette dynamique. Raphaël Amsalem, on assiste à une bataille d'ego ? D'abord, je pense que cette bataille d'ego est extrêmement symptomatique de nos institutions qui sont quand même pour beaucoup fondées sur le plébiscite d'un homme. Alors, habituellement, c'est le président de la République. Là, c'est le Premier ministre qui prend les devants parce que ce sera une majorité qui devra gouverner. Mais je pense que justement, cette guerre d'ego est d'abord le fait d'institutions qui sont le plébiscite d'un homme et aussi d'un mode de scrutin majoritaire qui favorise précisément la fabrication de très grandes majorités dans lesquelles on ne privilégie pas les coalitions fondées sur des idées, mais précisément des batailles personnel. En revanche, oui, je rejoins absolument l'analyse qui vient d'être faite. Nous avons un Jean-Luc Mélenchon qui visiblement n'a pas abandonné l'idée de gouverner et qui est une personnalité extrêmement clivante à gauche. On se souvient très récemment de toutes ces déclarations sur l'antisémitisme, par exemple. Le fait qu'il est résiduel, on a appris encore aujourd'hui un projet d'attentat qui visait les communautés juives avec 2 personnes qui ont été arrêtées. Et donc, je pense que ça augure des batailles internes au sein de la France insoumise qui risquent de diviser surtout le Front populaire. Et Émilie Zapalski, vous parliez d'une stratégie peut-être de Jean-Luc Mélenchon, qu'il aurait d'autres visées. Il cherche quoi en se remettant à nouveau en avant, en reprenant la parole, alors que visiblement tout le monde lui demande d'être en retrait? Je pense qu'il y a une histoire d'ego, ça c'est sûr. Mais bon, ça c'est pas surprenant. Mais peut-être qu'il a des plans en tête pour se dire, évitons notamment qu'un de mes proches, c'est même plus de ses proches, puisque François Ruffin, ça devient un adversaire. Donc admettons, évitons que l'un ou l'autre prenne le lead pour peut-être se présenter comme sauveur, peut-être en 2027, peut-être avec un passage Rassemblement national. Enfin, on peut imaginer vraiment qu'il a une stratégie à plusieurs coups, donc qui ne s'arrête pas aux élections législatives. Juste à noter, c'est pas le seul camp qui se déchire beaucoup, parce que on l'a vu au niveau du camp présidentiel, c'est quand même très compliqué aussi. Alors évidemment, les égos, moi ça m'étonne pas. On est en 5e République très présidentielle, donc ça donne ça. Mais on a quand même tous les alliés habituels d'Emmanuel Macron qui commencent à le lâcher. Édouard Philippe en tête, ça se déchire énormément. C'est un peu en miroir la même chose qui se passe dans le camp présidentiel. Il lui demande aussi de se mettre en retrait. C'est un petit peu la même chose. Ça peut être une figure repoussoire de temps en temps. Ça l'a été pour les élections européennes, a priori. La stratégie du camp présidentiel, on y vient dans un instant. Mais Raphaël Amsalem, vous parliez de bataille de personnel pour ces élections. Est-ce que ce serait judicieux pour l'Alliance de gauche de chercher dès maintenant à mettre en avant une personnalité, ou est-ce qu'au contraire, ça ne pourrait pas nuire à cette alliance qui est apparue en quelques jours? Mais malheureusement, je pense que nos institutions fabriquent largement
ce plébiscite d'un homme face à la foule. Elle explique à la fois un Éric Ciotti qui se lance seul contre son parti pour faire une alliance avec le Rassemblement national, un Jordan Bardella qui demande d'office d'avoir une majorité absolue, un camp présidentiel qui fait une dissolution sur la base de la personne du président de la République qui, à travers beaucoup de off, a expliqué qu'il a pris pour lui et qu'il a dégoupillé sa grenade et l'a fait exploser. Et maintenant, les partis doivent se débrouiller. Et au sein du Front populaire, cette affaire de purge, quand même, qu'on remarque, dans laquelle Jean-Luc Mélenchon exclut les quelques voix un peu dissidentes au sein du parti de la France Insoumise. Donc, je pense que c'est une très mauvaise stratégie parce qu'elle privilégie des batailles de personnes au lieu d'avoir des coalitions fondées sur des idées. Mais malheureusement, à la fois nos institutions, du fait de leur verticalité et du mode de scrutin majoritaire, favorisent très largement le fait qu'on essaye de faire plébisciter des personnes au lieu de programmes politiques. Émilie Zapalski, on est déjà le dernier dimanche de campagne. Ouais. Il reste passé vite, seulement quelques jours. C'est passé quand même beaucoup de choses ces derniers jours. On parlait de bataille d'idées, bataille de personnes. Est-ce que les rapports de force peuvent encore changer dans ces quelques jours ? Je pense que tout est imaginable. Là maintenant, depuis le 9 juin soir, on a l'impression que ça va à une vitesse. En effet, les nouvelles. Moi, ce qui me choque un petit peu, c'est qu'au lieu d'avoir une campagne électorale, on a une campagne de communication. C'est-à-dire que on s'en tient à des choses quand même assez superficielles, assez simplistes, à des messages qui sont même parfois caricaturaux, parce qu'on n'a pas le temps, parce que les candidats n'ont pas eu le temps de travailler vraiment profondément. C'est une volonté d'Emmanuel Macron, évidemment, en provoquant ces élections express, qu'on n'aille pas dans le fond, justement. Je pense qu'il a joué quand même à la fois cette urgence, cette vitesse, et aussi la tension, parce qu'on sait très bien qu'il y a des échéances, l'été, mais pas ça, c'est surtout les Jeux Olympiques. Donc il y a une espèce de stress, de pression qui est mise sur tous les partis politiques pour essayer de se débrouiller. Je pense qu'il y a eu un petit peu de vexation. Je pense que jusqu'au soir du 9 juin, il estimait que son camp pourrait atteindre peut-être 20%. Je crois qu'il y a cru jusqu'au bout. Il croit pas trop au sondage d'après ce qu'on entend dire. Et il a été un petit peu vexé. Moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il a considéré que les Français s'étaient un peu trompés. Il considère que c'est pas forcément un vote d'adhésion pour le Rassemblement national. Et là, je pense qu'il se trompe. Il dit évidemment qu'il y a un vote colère, défouloir, un vote contre Emmanuel Macron après 7 ans au pouvoir, mais il y a aussi un vote parce que le Rassemblement national, avec cette façon d'avoir un petit peu arrangé le packaging pour faire un Rassemblement national nouveau, en tout cas de l'extérieur, moi c'est ce que je considère, ils ont attiré aussi des gens parce qu'ils ont parlé de leurs préoccupations quotidiennes, de cette France un peu périphérique qui se sent un peu abandonnée par les politiques publiques, et donc je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Mais c'est vrai qu'avec cette campagne éclair, il empêche vraiment d'avoir, même de se poser et d'avoir des pensées. On en est à des personnalités, on en est à des idées simplistes, et je suis pas sûr que ça débouche sur quelque chose de beaucoup plus clair. On parlait des 20%, c'est à peine le score que parvient difficilement à atteindre le camp présidentiel. Il y a une dynamique à gauche, le Rassemblement national progresse encore, il y a des blocs qui peuvent encore espérer prendre le dessus dans ces quelques jours de campagne qu'il reste. Raphaël Amsalem. Alors juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, je suis absolument d'accord, et c'est là où on voit l'aspect extrêmement vertical et personnifier nos institutions, c'est que l'échec personnel des élections européennes devient échec national. Et toutes les déclarations d'Emmanuel Macron vont dans ce sens-là. Sur la question de l'équilibre que vous posez, je pense que les équilibres resteront inchangés. Pour une raison assez simple, c'est que Emmanuel Macron a fait le pari de la tripartisation de la vie politique à travers une stratégie qui est celui du « en même temps ». Stratégie qui vise à rassembler, disons pour le dire un peu simplement, toutes les personnes fréquentables au sein de la classe politique, mais qui a un énorme défaut. C'est que vous créez un grand centre vortex qui aspire l'ensemble des visions un peu intermédiaires de gauche et de droite. Et du coup, vous laissez comme opposition les extrêmes. Parce que la démocratie elle est fondée sur un principe très simple, c'est sur le principe de l'alternance. Avant, nous avions un système gauche-droite, et si la gauche n'était pas compétente, la droite remplaçait et vice-versa. Si vous substituez au système bipartisan un système où le grand centre aspire toutes les nuances de gauche et de droite, vous vous retrouvez de façon inéluctable avec les extrêmes, et je pense que ça a été le grand défaut du pari d'Emmanuel Macron, c'est cette fabrication où l'alternance se veut avec les extrêmes. Émilie Zapalski, est-ce qu'on se dirige vers un blocage alors le 8 juillet ? J'ai bien l'impression que ça soit compliqué à la fois pour le Rassemblement national d'avoir une majorité absolue, et pareil pour le Front populaire, et pareil pour le camp présidentiel, donc j'ai bien l'impression qu'on va être bloqué. Mais juste pour revenir sur ça, on a quand même
ressenti qu'il y avait à gauche, justement, au moment des élections européennes, des velléités de revoir apparaître cette gauche modérée dont on n'entend plus parler depuis que LFI a pris le dessus sur cette NUPES qui avait été créée. Donc les 14% de Raphaël Glucksmann existent quand même, et quelque part, je pense que ces électeurs sont un peu perdus. Est-ce que c'est un signe de la fin du macronisme ? C'est au retour d'une gauche modérée, cette fin peut-être du bipartisanisme ? Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe, d'une réorganisation un peu de ce clivage gauche-droite, mais qui prend un peu... moi, je crois pas qu'il va rester dans les extrêmes. Je pense qu'il va y avoir un peu des réflexions, mais c'est vrai qu'il y a le macronisme, déjà sans Macron, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas à quoi ça correspond, parce que c'est toujours une vision court-termiste, très opportuniste, et qui fait des alliances à droite, à gauche. C'était la promesse, mais l'idée, c'était pas forcément que des alliances politiques, c'est que ça veuille dire quelque chose sur le plan concret, pragmatique. C'était une vision intéressante. Sans Macron, je vois pas trop ce que c'est. C'est un effet de mode, Raphaël Amsalem, comme le dit Jordan Bardella, le macronisme ? Je crois pas que ce soit un effet de mode. La tripartisation a été le symptôme d'une classe politique où la gauche n'était pas au clair sur ce qu'était la gauche, et la droite n'était pas au clair sur ce qu'était la gauche, et Macron a pu émerger sur la base de ce flou qui régnait au sein de la classe politique. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de défauts au macronisme, même si je vous rejoins sur les aspirations qu'on a pu avoir. D'abord, c'est la substitution de partis politiques, donc des structures de formation du personnel politique, dans lequel il y avait de la formation au niveau local, au niveau des députés, ont été remplacés par des sectes personnels, pour le dire simplement. Et c'est pas seulement Macron, c'est la France insoumise qui repose sur l'hégémonie de Jean-Luc Mélenchon, c'est le Rassemblement national qui repose sur l'hégémonie presque avec Bardella qui concurrence, mais malgré tout de Marine Le Pen, un camp central qui repose sur l'hégémonie d'Emmanuel Macron. Effectivement, sans Macron, on se demande bien ce que va devenir ce camp. Mais je pense que c'est voué à disparaître parce que d'une part, c'est une division de la classe politique fondée sur l'allégeance auprès d'une personnalité politique, et d'autre part parce que c'est une pratique du coup qui résulte sur de la verticalité et institutionnelle et partisane au sein des partis politiques. Dernier mot, il nous reste moins d'une minute, sur le rassemblement qui a eu lieu à Courbevoie. À quel point le fait divers de cette jeune fille violée parce que juive peut-il faire basculer la campagne ? Déjà, c'est terrible qu'on puisse avoir ce type de drame. C'est terrible pour cette jeune fille, et ça met mal à l'aise que ça rentre en connexion avec la campagne. Je pense qu'en effet, tous ces événements, même s'ils sont dramatiques, ils peuvent avoir un impact sur ce qui va se passer. Ils peuvent peser sur le vote, Raphaël Amsalem ? Je ne sais pas s'ils peuvent peser sur le vote, mais ils valident ce que je dénonce pour ma part depuis plusieurs mois, à savoir qu'il y a une connivence entre une partie de l'antisionisme et une partie de l'antisémitisme, où on voit bien qu'il y a une jeune fille de 12 ans qui a été violée sur la base et de sa judaïté et d'accusations de soutien à Israël. Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci Raphaël Amsalem, directeur d'études du think tank Génération Libre. Merci Émilie Zapalski, communicante politique et fondatrice de l'agence de communication Émilie, d'être venue débattre avec nous dans Europe 1 Soir Week-end. Il est 18h49. Vous avez rendez-vous maintenant avec Julia Vignali pour les incontournables Europe 1. Julia reçoit ce soir David Hallyday pour son album Requiem pour un fou.